C'est une rencontre très importante et qui était très attendue ce jeudi en Corée du Sud. Donald Trump et Xi Jinping se sont vus. Alors, que se sont-ils dit? Qu'est-ce qui pourrait changer après cette entrevue? On va rejoindre tout de suite notre envoyé spécial qui est sur place en Corée du Sud, Sébastien Faletti. Bonjour Sébastien. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Sébastien, déjà, qu'est-ce qui a filtré de cette réunion? Qu'est-ce qu'on en a appris? Alors, il y a des choses qui ont filtré. Cette réunion a eu lieu ce matin à Busan, au sud de la Corée, près de l'aéroport de Busan. Et elle a duré à peu près 1 heure 30. Et Donald Trump est sorti. Les deux hommes n'ont pas fait de déclaration à la presse. Et Donald Trump est tout de suite reparti dans son Boeing pour rentrer à Washington, puisque c'est la fin de sa tournée. Et il a commencé à débriefer les journalistes à bord de Air Force One. Et alors là, lui, il a tout de suite, fidèle à son habitude, mis en avant ce qu'il appelait un grand succès. Il a dit que c'était même, sur une échelle de 1 à 10, c'était 12. Il a essayé de vendre un grand accord aux journalistes. Euh, il a tressé les louanges de son homologue Xi Jinping, je cite, un homme, un dirigeant exceptionnel. Mais si on regarde dans les détails, effectivement, et en se basant aussi sur ce qui filtre depuis Pékin, qui dans les dernières heures a commencé à confirmer certains éléments, eh bien, on est en fait sur un cessez-le-feu commercial. Les deux grandes puissances ont enrayé un risque d'escalade. Il y avait une trêve commerciale qui était en train d'expirer en novembre. Et ces dernières semaines, il y a eu une reprise des tensions, notamment suite à des mesures chinoises sur les terres rares. Et donc, il y avait une grande crainte parmi les marchés que on se retrouve de nouveau dans une situation de guerre commerciale ouverte. Eh bien, aujourd'hui, à Busan, les deux dirigeants ont évité cette tendance parce qu'ils ont tous les deux intérêt sans doute à une forme de stabilisation. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont prolongé, on va dire, la trêve commerciale, mais on n'a pas beaucoup de détails. Donald Trump parle d'un accord sur 1 an, mais on ne sait pas à partir de quand. Et surtout, en fait, il parle plutôt d'une série d'engagements. Côté chinois, on dit qu'on a trouvé, je cite, un consensus, mais en fait, il n'y a pas vraiment de deal, et il semble que le deal serait plutôt pour les prochains mois, lorsque Donald Trump, c'est l'une des annonces de cette visite, se rendra en Chine au début de l'année prochaine, on dit les Chinois. Il a parlé, lui, du mois d'avril, et ça serait plutôt durant cette visite que les choses pourraient être mieux entérinées. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est une forme de jalon, éviter l'escalade et poser un jalon pour éventuellement avancer, trouver une stabilisation plus durable. Mais les différends de fond sont toujours là, mais on a évité l'escalade. L'escalade sur les terres rares, l'escalade sur des nouveaux tarifs. Donald Trump avait menacé d'imposer 100% de tarifs supplémentaires en représailles à ces mesures prises sur les terres rares que la Chine avait dévoilées le 9 octobre. Donc tout le monde revient un petit peu à la case départ, on se restabilise, mais il n'y a pas de véritablement percée. On revient un petit peu à la situation où on était il y a quelques mois, c'est-à-dire depuis le mois de mai, on a trouvé une forme de trêve, mais on n'a pas résolu les problèmes de fond. Effectivement, et vous le disiez, ça va peut-être arriver, ces problèmes de fond, mais on verra plus tard, lors d'un futur entretien, beaucoup de sujets, vous l'avez dit, hein, les droits de douane. Il y avait la question du fentanyl, d'ailleurs, cette drogue que Donald Trump, c'est l'une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, il mettait autant de droits de douane. Est-ce qu'il en a parlé? Alors effectivement, il en a parlé parce que c'est un sujet très important pour lui et puis dans l'opinion américaine. Et donc, il n'a pas donné beaucoup de détails, mais il a dit qu'effectivement, ils étaient mis d'accord pour une coopération plus forte. Et du coup, en retour, il a décidé de baisser de 20 à 10% des tarifs supplémentaires qu'il avait déclenchés récemment sur cette question. Mais ce sont des choses qu'on a déjà entendues avant, hein. L'idée de la coopération, il faut que les Chinois coopèrent plus pour pouvoir endiguer ces afflux d'opiacés et de drogue sur le marché américain. C'est pas quelque chose de nouveau, mais en tout cas, estime avoir obtenu des progrès dans ces données-là. Et il a aussi cité des progrès. Il affirme que la Chine va acheter de nouveau des grandes quantités de soja.
Et ça, c'est très important pour lui parce que ce sont les fermiers américains qui sont une base électorale du Parti républicain, qui souffrent actuellement depuis de longs mois de l'absence d'achat de soja par la Chine. La Chine a utilisé ça comme un levier dans les négociations en se diversifiant vers l'Amérique latine, Mhm. l'Argentine, le Brésil. Et du coup, ces fermiers n'arrivaient plus à vendre leur soja. Donald Trump affirme que il a convaincu la Chine de reprendre ses achats. Et donc, c'est en tout cas un répit sur le plan politique intérieur. Évidemment, Donald Trump sait qu'il a des élections à mi-mandat qui se profitent dans un an. Il a intérêt à ce que l'économie américaine se stabilise. Il a intérêt à ce que ses bastions électoraux soient satisfaits. Ce sont des éléments importants. Côté chinois, on sait qu'il y a une situation économique difficile, une croissance poussive, de la déflation qui menace. Donc, l'économie chinoise a besoin aussi d'un répit. Elle est extrêmement dépendante des exportations, et en particulier vers le marché américain. Donc, c'est évidemment pour elle important d'éviter une nouvelle escalade tarifaire qui frapperait directement l'usine du monde. Hmm. On a parlé de guerre commerciale depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir. Est-ce que aujourd'hui on peut se dire que la Chine a réussi à remporter la guerre commerciale face aux États-Unis? Alors effectivement, depuis le deuxième mandat de Donald Trump, on peut dire que la Chine, en tout cas, tient la dragée haute et elle apporte une stratégie de fermeté et même, on pourrait appeler ça de pression maximale. Elle a retourné contre les États-Unis, contre Donald Trump, leurs armes en non seulement répliquant coup pour coup, mais même en devançant les coups, parfois faisant monter la pression. On voit que par rapport au précédent mandat, la Chine a tiré des leçons. Et elle se dit, face à Trump, nous avons des leviers, on va les utiliser. Et jusqu'ici, ça a marché à partir du mois de... Quand Donald Trump a déclenché sa guerre commerciale sur toute la planète, à partir du mois d'avril, eh bien, dès le mois de mai, la Chine a pris des contre-mesures sur les fameuses terres rares, dont elle contrôle 90% des chaînes de production. Et très vite, les États-Unis ont dû reculer parce que leurs entreprises ont besoin de ces terres rares, les entreprises occidentales. Et là, de nouveau, au mois d'octobre, la Chine a remis un coup de pression là-dessus en installant même un réseau sans précédent de contrôle des exportations qui fait peur à tous les multinationales. Donc la Chine a décidé cette fois de ne pas être attentiste et elle a une approche beaucoup plus ferme que le reste de la planète. On voit que la plupart des pays dans le monde, et en particulier l'Union européenne, mais tous les autres pays, la plupart, ont choisi la stratégie de l'accommodement avec Donald Mhm. Trump. Ils essayent d'éviter le pire, ils essayent de le flatter, ils essayent d'obtenir des concessions par la flatterie, par des concessions en retour. La Chine, elle a une approche différente, elle ne s'en laisse pas compter et elle utilise ces moyens pour répliquer du tac au tac. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est véritablement un bras de fer et qui va se poursuivre. Et, les États-Unis sont obligés de respecter la Chine du fait de l'ensemble de ces leviers sur les chaînes de production. Mhm. Alors ça c'est pour les questions économiques, il y a aussi des questions militaires entre ces deux pays, on le sait. Est-ce que notamment la question de Taïwan a été abordée? Alors effectivement, la question planait sur la Réunion et dont on sait qu'elle plane sur les relations sino-américaines. C'est un enjeu existentiel pour le Parti communiste chinois. C'est un enjeu essentiel pour la posture des États-Unis en Asie-Pacifique. Donc c'est un enjeu qui oppose les deux géants. La question n'a pas été abordée durant cette réunion, a affirmé Donald Trump. Les Chinois aussi ont laissé entendre qu'elle n'avait pas été abordée. Donc, on a évité, là aussi, c'est un exemple où on évite le différend central. Beaucoup pensent que ce sujet, on sait, va revenir sur la table, notamment lors de la prochaine rencontre, l'an prochain, sans doute en Chine. Mais on voit qu'il y a eu une volonté, on se concentre sur les enjeux commerciaux pour éviter ce qui fâche le plus. Cependant, on voit que Donald Trump a aussi remis dans le jeu
d'autres enjeux sécuritaires, notamment le nucléaire. Mhm. 10 à 15 minutes avant d'entrer dans cette réunion à Busan, il a créé la surprise en faisant un post où il décrétait de relancer, je cite, les essais nucléaires américains pour faire face aux avancées d'autres pays. En Mhm. particulier, il a cité la Russie et la Chine. Mhm. Donc, on peut voir ici C'est un lié. effet de manche pour essayer de peut-être perturber son adversaire juste avant de rentrer dans la salle, mais aussi c'est clairement un signal envoyé à la Chine que sur ce dossier, les dossiers stratégiques, les États-Unis ne comptent pas se laisser bousculer. Les États-Unis savent que la Chine, même si elle est très loin dans l'arsenal atomique, sous Xi Jinping, elle essaye de rattraper son retard. Elle est en train de, de, de rattraper à marche forcée euh, son réservoir d'ogives nucléaires, même si elle est très loin de la Russie et des États-Unis, puisqu'elle est à peu près à 600 contre près de 3000 pour les États-Unis. Mais en tout Mhm. cas, la trajectoire, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est le pays dont l'arsenal nucléaire progresse le plus vite dans le monde, selon les chercheurs indépendants comme le CIPRI. Et donc, il y a un enjeu ici qui s'inscrit dans la rivalité stratégique au long cours, avec évidemment Taïwan en arrière-plan. Mhm. Alors, il y a aussi, vous avez parlé de la Russie, la question de l'Ukraine a été abordée, il semblerait aussi. Donald Trump a dit que Washington et Pékin vont travailler ensemble sur la guerre en Ukraine. Alors effectivement, c'était aussi une des nouveautés de cette réunion. Oui, Donald Trump a souligné qu'il n'avait pas l'Ukraine, donc ça donne l'impression qu'ils ont parlé de la fameuse relation entre la Russie et la Chine, le partenariat sans limite que Vladimir Poutine et Xi Jinping ont scellé à la veille de la guerre en Ukraine. Et c'est important parce qu'on sait qu'en ce moment, les relations entre Trump et Poutine se détériorent. Et donc on voit que là, il y a une volonté du président américain d'essayer peut-être d'utiliser la Chine comme un levier pour enfoncer un coin dans ce partenariat. Euh, c'est une nouvelle manœuvre. La question, c'est est-ce que cela va fonctionner? Est-ce que la Chine serait prête à, comme le dit Donald Trump, à modérer les ardeurs de Vladimir Poutine? Ça reste à voir. On sait que d'autres dirigeants, notamment européens, notamment Emmanuel Macron, ont fait le même calcul il y a quelques années, sont venus à Pékin avec cet angle d'approche et ont tous été déçus, car la relation entre Moscou et Pékin, elle est stratégique, parce qu'elle est unie par un adversaire commun, qui sont les États-Unis, qui sont les démocraties occidentales. Donc, il faut rester à voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces formules. Et on voit que côté chinois, on n'a pas communiqué outre mesure sur cet aspect-là. Donc à suivre, mais en tout cas c'est intéressant de voir que Donald Trump essaye de mettre un pied dans cette direction-là. Donc à suivre pour les prochaines rencontres. Effectivement. Alors, les prochaines rencontres, vous nous en parlez. Peut-être avant de parler des prochaines rencontres, Donald Trump, il n'a vu que Xi Jinping à ce sommet. Il y avait la question de Kim Jong-un qui aurait pu être vue aussi lors de ce sommet. Alors effectivement, c'était la première tournée asiatique de Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche et il avait à maintes reprises souligné son désir de retrouver le leader suprême nord-coréen. Il envoie régulièrement des appels du pied et il avait espéré qu'il pourrait y avoir une rencontre impromptue durant cette étape en Corée du Sud. Ça n'a pas été le cas. La Corée du Nord n'a pas répondu à ces appels. Mieux, clairement, ils ont déclenché un test de missile de croisière le jour même où Donald Trump atterrissait en Corée du Sud. C'est un signe très clair qu'ils ne sont pas prêts à se rencontrer. La Corée du Nord, en fait, aujourd'hui, se fait désirer. Elle ne ferme pas complètement la porte à une rencontre, mais elle pose désormais ses conditions. Elle dit le monde a changé.
euh, et désormais, nos armes nucléaires ne doivent plus être sur la table des négociations. Sous-entendu, si Donald Trump veut nous rencontrer, pourquoi pas, mais il faut savoir que d'entrée, on n'est plus là pour parler dénucléarisation de la péninsule, on est là pour peut-être parler au mieux de ce qu'on pourrait appeler des contrôles d'armement entre puissances nucléaires. Donc, de facto, une sorte de reconnaissance du statut nucléaire de la Corée du Nord par les États-Unis. C'est ça que le régime nord-coréen recherche et désormais, il pose ses conditions. Donc, la grande question à l'avenir, c'est est-ce que Donald Trump va accepter d'entrer dans ce jeu-là ou pas? Il a réaffirmé là, ces dernières heures qu'il était prêt à revenir dans la région prochainement pour rencontrer Kim Jong-un. Donc on voit il n'abandonne pas et qu'on sent bien, en le connaissant, que c'est quelque chose qu'il va tenter de pousser jusqu'au bout, d'autant qu'on sait qu'il a des ambitions pour un prix Nobel de la paix et que c'est un dossier qui l'aiguillonne depuis son premier mandat, après tous ces grands sommets à Singapour, à Hanoï. Donc on sait qu'il y aura une suite à ce dossier, mais en tout cas c'est certain que durant cette visite, Kim Jong-un l'a snobé. Donc on peut dire que dans cette visite en Asie, Donald Trump fait face à des résistances, bien sûr de Xi Jinping, qui, par sa force, par sa puissance économique, fait comprendre qu'il ne peut pas tout faire, qu'il a des limites. Et puis on voit que même le trublion nord-coréen, qui est beaucoup plus faible évidemment, arrive au moins à l'aiguillonner et ne pas se plier à ses demandes. Effectivement. Alors, je vous montre la question du jour, justement, qui parle de nucléaire sur le site du Figaro. Approuvez-vous la décision de Donald Trump de relancer les essais nucléaires? C'est un oui à plus de 60%. Sébastien, vous nous parliez ensuite de ce qui pourrait arriver après. C'est cette grande visite de Donald Trump en Chine. Bah, c'est quelque chose dont il parle, il faut dire que depuis qu'il est rentré à la Maison-Blanche, il a dit très vite qu'il souhaitait se rendre en Chine. Au début, il avait même dit, je vais me rendre dans les 100 premiers jours de mon mandat. On voit que tout cela a fait long feu. En gros, depuis qu'il est revenu aux affaires, Donald Trump est demandeur. C'est lui qui veut rencontrer Xi Jinping, c'est lui qui veut faire un deal. Et donc, la Chine laisse la porte ouverte, mais elle ne se presse pas. Elle veut négocier, elle veut poser ses conditions. Et donc, si Donald Trump veut venir, pourquoi pas, mais c'est une façon aussi pour elle d'imposer le tempo. Et pour le président Xi Jinping, il y a toute la dimension de propagande intérieure qui est très importante. Mhm. Ce qui est très important dans cette rencontre qu'on a vue aujourd'hui et les prochaines rencontres, c'est que ce dirigeant doit démontrer à sa propre opinion publique qu'il ne, qu'il est d'égal à égal avec la première puissance mondiale et qu'il ne s'en fait pas mener par Donald Trump. C'est une question de prestige pour la Chine. Donc, à recevoir Donald Trump à Pékin, dans la cité interdite, par exemple, comme la dernière fois, c'est une façon aussi de montrer que le dirigeant de la première puissance mondiale vient lui-même en Chine. C'est une marque de révérence pour la Chine. Donc c'est une victoire diplomatique de ce point de vue-là pour Xi Jinping d'arriver à attirer Donald Trump chez elle. Et c'est évidemment une posture plus favorable aussi en termes de protocole, parce Mhm. que le président Xi Jinping déteste les improvisations et il a certainement regardé ce qui s'est passé dans le bureau de Oval ces derniers mois, notamment avec Volodymyr Zelensky et d'autres dirigeants qui ont passé un sale quart d'heure à la Maison Blanche, sous les caméras de télévision. Ça, c'est un scénario que le régime chinois veut éviter à tout prix. Absolument un épouvantail. Donc, en faisant une visite en Chine, le régime communiste a la maîtrise du protocole. Il peut plus facilement canaliser, on va dire, l'imprévisible président. Donc c'est plus rassurant pour le régime chinois et c'est aussi plus valorisant en termes de propagande intérieure.
Et on l'a bien compris, on suivra en tout cas cette future rencontre, forcément. Merci beaucoup Sébastien Faletti d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Le Figaro. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous n'hésitez pas bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les articles de Sébastien sur le site du Figaro. Je vous souhaite une très bonne journée.